La Côte d'Ivoire, candidate pour l'organisation du congrès de l'Union postale universelle en 2020. L'annonce a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Genève. « 351,7 milliards collectés par la Direction générale des impôts pour le premier trimestre de l'année 2015, des chiffres en hausse de 18% par rapport à la même période en 2014. Les agents de la santé lèvent leur mot d'ordre de grève et ils réclament le déblocage de leur salaire. Hillary Rodham Clinton a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle américaine en 2016. Hillary Clinton est l'épouse de l'ancien président Bill Clinton. C'était les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le gouvernement a lancé l'année dernière le programme des lotissements à équipement modéré, un programme qui vise dans un premier temps les personnes déguerpies des sites à haut risque. C'est le sujet de grand format qui vous sera proposé dans ce journal. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit du ministre de l'Agriculture. Après la grande réussite du Sahara, si on peut s'exprimer ainsi, qui vient pour nous faire un petit bilan. J'aurai le plaisir de recevoir Mamadou Sangafoua dans quelques instants. Créée par ordonnance présidentielle le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est désormais chargée de la réconciliation nationale. L'institution a 3 mois pour établir un fichier unique des victimes de la crise ivoirienne en vue de la réparation des préjudices causés aux populations. Les structures et ONG en charge des victimes de la crise ont 1 semaine à compter de ce lundi 13 avril pour déposer leur liste. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution, logé dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody. Monseigneur Simeon Awana, le président de la CONARIV, s'est exprimé sur ces points ce lundi au siège de l'institution. Vous aurez le reportage complet de Gabriel Zani dans nos prochaines éditions. Je vous donne lecture de ce communiqué. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan invite toute personne, victime ou témoin de faits d'assassinat, de meurtre, viol, arrestation illégale, vol et toute autre violation grave des droits humains commis pendant la crise post-électorale dans les communes du Plateau, Marcory et Trècheville par les militaires de la garde républicaine à se présenter devant le doyen des juges d'instruction militaire au 17e étage, tour A, cité administrative, en vue de leur audition. Tous les jours, de 8h30 à 18h, les auditions seront closes le 30 avril 2015. C'est fait à Abidjan le 13 avril 2015 et c'est signé du magistrat colonel Ange Bernard Kissikwami, commissaire du gouvernement. Je vous le disais en titre, les pays membres de l'Union postale universelle se sont donné rendez-vous aujourd'hui même et demain à Genève, en Suisse, pour réfléchir à l'avenir du secteur postal dans le monde. 800 délégations prennent part à ces assises dont l'objectif est d'élaborer des stratégies afin de permettre à la Poste de subsister en tirant profit des opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. La présidence de cette conférence est assurée par la Côte d'Ivoire et c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert les travaux. Il a par ailleurs annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès de l'Union postale universelle en 2020. Le compte-rendu est signé Sylvie Touré, notre envoyée spéciale à Genève. Initialement prévue à Abidjan en octobre dernier, la conférence mondiale de l'UPU, l'Union postale universelle, se tient finalement à Genève. La psychose causée par le virus Ebola a eu raison de la Côte d'Ivoire, mais seulement en partie, puisque le pays a gardé la présidence de la rencontre et c'est au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qu'est revenu cet honneur. Cette conférence, selon le directeur général de l'UPU, Bichar Hussein, vise à examiner les tendances mondiales du secteur. Pour sa part, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a invité les pays membres de l'Union à saisir l'opportunité des technologies de l'information pour adapter l'offre postale aux populations. Ces technologies apportent des solutions innovantes et indispensables au développement harmonieux de l'humanité. Sachons donc en user pour un service postal moderne, prospectif
et qui tient lieu de vecteur pour un développement durable et inclusif. Daniel Kablan-Duncan a également annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès 2020 de l'UPU. La Côte d'Ivoire veut demeurer parmi les acteurs du changement dans ce monde, en constant mouvement, et participer à côté de l'UPU à la construction de la poste du futur. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire, après les 2 rendez-vous manqués, à savoir le congrès mondial de l'UPU en 2004 et la conférence stratégique de l'UPU en 2014, et comme je le disais tantôt, découragement n'est pas ivoirien, la Côte d'Ivoire, dis-je, serait très heureuse et honorée d'accueillir le congrès mondial de l'UPU en 2020. Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a témoigné son soutien à cette conférence stratégique. Il a souhaité que 2015 soit l'année de l'action mondiale. Présente avec les acteurs clés du secteur postal, la Côte d'Ivoire entend tirer le meilleur profit de cette rencontre. Nous avons plutôt bon espoir. Et puis il faut savoir que le commerce électronique a permis aujourd'hui aux postes du monde entier, d'avoir une deuxième vie. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas en Côte d'Ivoire. 800 délégations prennent part à cette conférence stratégique de 2 jours qui fera le point de la stratégie quadriennale de Doha 2013-2016, considérée comme la feuille de route de l'avenir du secteur et dont l'objectif est de faire de la poste une composante essentielle de l'économie mondiale. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a refermé ses portes hier dimanche. Les premiers indicateurs donnent plus de 200 000 visiteurs et autour de 600 exposants. Les intentions fermes d'investissement se chiffrent à plus de 9 milliards de francs. Le ministre de l'Agriculture est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être venu. Est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs, monsieur le ministre? Merci, Abouba Dambélé, mais avant, si vous permettez, je voudrais, à mon nom propre, au nom de mes collègues des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable, traduire toute notre gratitude et notre reconnaissance, d'abord au chef de l'État, pour toute l'attention qu'il a accordée à ce projet, et bien sûr pour sa participation effective à la cérémonie d'ouverture. Ensuite, au Premier ministre pour son implication personnelle dans l'organisation, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats que nous enregistrons aujourd'hui. Et puis, la Première Dame qui a accepté de venir nous rendre visite. Elle a eu une visite guidée. Le samedi? Le vendredi plutôt. Vendredi. Oui, je crois. Et au terme de cette visite, elle a délivré un message plein d'espoir. Donc je voudrais profiter de votre antenne pour lui traduire toute notre reconnaissance. Je n'oublie pas, bien entendu, les présidents d'institutions qui se sont tous mobilisés à l'ouverture du Sahara et qui ont conduit des délégations impressionnantes pour visiter ce salon. Je pense qu'ils ont contribué ainsi à son rayonnement. Vous savez que le Maroc était le pays hôte. Oui. Donc je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le Royaume du Maroc qui nous a appuyés non seulement techniquement, mais qui a participé à ce salon à toutes les étapes et à un haut niveau. Donc je voulais aussi remercier mes collègues ministres africains. Ils se sont déplacés, ils étaient 18, je vous le dis. Oui. Ils étaient à la cérémonie d'ouverture. Je voulais les remercier pour leur participation. Ils ont contribué à rehausser notre salon. Je remercie aussi le directeur général de la FAO avec son staff qui ont participé à la cérémonie d'ouverture et au panel. Je n'oublie pas la France qui était quand même là avec près de 56 entreprises. Donc je voulais les remercier tous et faire mention spéciale aux exposants et aux producteurs parce qu'en réalité, ils ont contribué par leur professionnalisme à constituer l'âme du Sahara. Et c'est important de le dire. Je n'oublie pas tous les Ivoiriens, le grand public, chacun en ce qui le concerne a participé, à se mobiliser autour de notre patrimoine commun qui est l'agriculture. Donc vraiment, je voulais profiter de votre antenne pour les remercier tous. Et j'ai un message, j'ai un sentiment à partager avec les Ivoiriens. Vous savez que la nature nous a dotés d'un potentiel agricole extraordinaire qui a fait dire au chef du gouvernement marocain que la Côte d'Ivoire est un paradis agricole. Moi, ma conviction, c'est que si nous nous mobilisons ainsi autour de notre patrimoine agricole, nous allons transformer ce potentiel agricole en une richesse, en une opportunité de création de richesses extraordinaires
pour tout le monde. Donc je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez pour partager ce sentiment avec l'ensemble des Ivoiriens qui nous suivent actuellement en direct. Je termine en disant, je sais que vous êtes un peu patient, mais je termine en disant, si vous observez, et après la CAN et après le pont HKB, je pense que c'est le troisième événement majeur qui a rassemblé l'ensemble des Ivoiriens au-delà de leurs différences. Et pour qui connaît l'attachement du président de la République à l'unité des Ivoiriens et aussi à leur bien-être, je n'ai aucun doute qu'il va œuvrer comme il l'a promis pour consolider le Sahara et pour en faire, pour lui donner une notoriété, non seulement en Afrique, mais au-delà. Voilà, je vous demandais si vous pensez avoir atteint vos objectifs. Oui, nous les avons dépassés. D'abord, en ce qui concerne les intentions d'investissement, vous l'avez dit, 9 milliards, il s'agit des investissements qui sont issus des rencontres B2B. À cela, il faut ajouter 38 milliards de conventions. Tout ça sont des investissements privés qui viennent accroître la part du secteur privé dans le financement du programme national d'investissement agricole. Au niveau des visiteurs, nous avons des chiffres provisoires. Je sais que hier, vous avez annoncé un chiffre de 161 000 visiteurs. Après les chiffres de samedi, nous sommes aujourd'hui autour de 200 000 visiteurs. En attendant, et ce sont encore des chiffres provisoires, nous allons les consolider. Donc nous pensons avoir atteint largement nos objectifs. Mais monsieur le ministre, après 16 années d'interruption, est-ce que cette troisième édition vous a permis de retrouver des repères, des automatismes pour le Sahara 2017? Et qu'est-ce que cette troisième édition, qu'est-ce qui vous a permis de corriger? Qu'est-ce que vous voulez corriger? Et quelle coloration comptez-vous donner au prochain Sahara? Bon, d'abord, je vous dis que les éditions de 97 et 99 de l'avis général ont tenu leurs promesses. Bien sûr. Donc, mais 15 ans d'interruption après, on était en droit de se demander si au redémarrage, on pourrait atteindre ce niveau d'organisation. C'est légitime, mais je dois vous avouer que le président nous a instruits non seulement de relancer le Sahara, mais cela nous impose de le porter à la hauteur de son ambition de faire de notre pays un pays émergent. C'est pour cela que nous avons exigé auprès des organisateurs que nous voulons un salon au standard international. Voilà. Donc, vous vous préparez pour ça, le 2017, à quoi doit-on s'attendre pour 2017? Vous savez, déjà, avec ce qu'on a fait au niveau de la reprise, je sais qu'en 2017, avec le soutien du président de la République, nous pourrons faire mieux qu'en 2015. Je vous le promets. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Monsieur le ministre, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. La Direction générale des impôts a tenu son séminaire bilan du premier trimestre 2015. Ce qu'il faut retenir est que plus de 350 milliards de francs CFA ont été obtenus par la Direction des impôts sur les premiers mois de l'année. Le point avec Jean-Louis Gbambo. Les résultats du premier trimestre de l'année 2015, dévoilés au cours de ce séminaire bilan, donnent des raisons d'espérer quant à l'atteinte de l'objectif final assigné à la Direction générale des impôts, à savoir mobiliser 1672 milliards de francs CFA. En effet, sur un objectif global des recettes fixé à 348,3 milliards, la DGI a recouvré 351,7 milliards au cours du premier trimestre 2015, dégageant ainsi un écart positif de 3,4 milliards. À cette même période, en 2014, les réalisations se chiffraient à 296,2 milliards de francs CFA. Cela représente une progression de 18,7%. D'importantes mesures ont permis cette amélioration significative du niveau des recettes. Il s'agit notamment du relèvement des droits d'enregistrement sur le café cacao, la modification des échéances de paiement de la patente ou encore les efforts des services. À cela, on pourrait ajouter le civisme fiscal qui s'est installé dans le comportement des contribuables. C'est aussi le lieu de saluer le comportement citoyen des contribuables parce que nous sommes conscients que le succès dans un système déclaratif comme le nôtre repose aussi sur le civisme fiscal. Les participants à ce séminaire ont été invités à faire une fine analyse de ces différents résultats et à poursuivre les efforts afin de collecter les 1672 milliards de francs CFA.
Les agents de santé lèvent leur mot d'ordre de grève. Ils avaient décidé un arrêt de travail de 72 heures pour que leurs revendications soient prises en compte par les autorités, notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires à partir de janvier 2014. Explication Amik Koulibaly. Les personnels de la santé suspendent leur mot d'ordre de grève. Ils avaient entamé aujourd'hui une grève de 72 heures pour revendiquer le déblocage de leur salaire. Une promesse faite par le chef de l'État à tous les fonctionnaires en décembre 2013. Le Premier ministre a promis recevoir le corps médical le 16 mai prochain. Dès l'instant où nous avons suspendu le mot d'ordre, le travail reprend immédiatement. Immédiatement, nous devons aller dans les services. Et à partir de demain, nous ferons le plein de tous les services. C'est par un vote que le mot d'ordre de grève a été suspendu. 163 voix pour, 57 contre et 12 abstentions. La majorité l'a donc emporté. Mais le corps médical espère que le gouvernement va tenir ses promesses. La majorité en a décidé ainsi. Nous devons faire l'écho de cette suspension. Mais en même temps, c'est faire confiance au gouvernement dans les négociations. Nous disons au Premier ministre que nous lui faisons confiance et que le président de la République y est impliqué. Sur le point de déblocage, nous lui faisons aussi confiance. Il faut noter que ce sont 14 syndicats du personnel de la santé qui avaient signé un préavis de grève le 7 mars dernier pour réclamer de meilleures conditions de travail. En bref, sachez que les épreuves d'éducation physique et sportive qui marquent le début des examens scolaires de la session 2015 de l'enseignement professionnel ont débuté ce lundi. 15 450 candidats aptes prennent part à ces épreuves physiques et sportives qui s'achèveront le jeudi 16 avril. Et puis, dans le cadre de la redynamisation de l'enseignement professionnel privé, la direction de la promotion et de la formation privée a initié aujourd'hui même, 13 avril, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, une rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et les fondateurs des établissements professionnels privés. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les établissements professionnels privés de Côte d'Ivoire. Koné Pargassoro, reportage. Comment améliorer la formation dans les établissements professionnels privés? La question était au centre de la rencontre d'échange entre le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et les fondateurs des établissements professionnels privés. Selon le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, des dysfonctionnements sont à relever dans les établissements professionnels privés. En réalité, ce qu'on reproche aux établissements d'enseignement privé, c'est tous les montages qui sont faits. J'ai vu des établissements qui se mettaient en place. Vous arrivez, il y a du matériel partout. Mais un mois après, vous repassez, il n'y a plus de machines, il n'y a plus d'équipement. Mais ça vous dessert. Le ministre exhorte les fondateurs des établissements professionnels privés à plus de rigueur dans la formation des étudiants. Vous êtes la clé de la crédibilité qu'on doit accorder à vos établissements. Dans la rigueur, eh bien si on fait dans de la complaisance, il est clair que vous allez peut-être réussir une fois, deux fois, mais pour moi, il n'y a pas de lendemain à tous ceux qui trichent. Message bien reçu par les représentants des fondateurs des établissements professionnels privés. Nous, fondateurs et fondatrices des établissements privés de la formation professionnelle, nous voudrions apporter notre contribution à la formation qualitative de nos jeunes. Pour améliorer leurs conditions de travail, les fondateurs ont soumis quelques préoccupations au ministre d'État Dosso Moussa. Après la rencontre, le ministre d'État Dosso Moussa a visité les nouveaux locaux de la direction de la promotion de la formation privée située dans la commune de Cocody. Comment régler la problématique de l'emploi des jeunes dans la région de la Bagoué? Cette question a fait l'objet d'une rencontre entre les cadres et la jeunesse. Au cours de cette rencontre, 200 cartes jeunes ont été offertes par le ministre Koné Nabanye Koné. Ce sont des jeunesses. Ces jeunes, ces cartes vont contribuer à leur faciliter l'emploi dans de nombreux secteurs d'activité. Le FNJ, à la rencontre des jeunes de la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse est allé sensibiliser les jeunes de cette région sur l'entrepreneuriat, car la culture entrepreneuriale constitue la seule alternative dans la lutte contre le chômage. À la demande du ministre Bruno Nabanye Koné, fils de la région,
Les jeunes de Boundiali, de Kouto, de Tengrela, de Kolia, de Gbon et ceux de Kasséré ont reçu les rudiments nécessaires pour l'élaboration de projets. Des projets qui seront par la suite financés par le FNJ. Que vous soyez allé à l'école ou que vous ne sachiez pas lire un seul mot, vous avez le Fonds national de la jeunesse comme solution pour faire de vous des hommes qui créent leur propre entreprise, qui peuvent embaucher d'autres personnes. Le ministre Bruno Nabagné Kone a offert 204 jeunes, des cadres qui donnent droit au financement de projets. Il a saisi l'opportunité pour encourager les jeunes à l'auto-emploi afin de contribuer au développement de leur région. Croyez en votre région et surtout, j'insiste là-dessus, croyez en vous-même. Personne ne viendra transformer votre vie à votre place. Et puis sachez que vous pouvez changer votre vie. Les séances d'explication des techniciens du FNJ ont permis de présenter les acquis du Fonds national de la jeunesse. Déjà, plus de 15 000 emplois directs et indirects ont été créés grâce au financement du FNJ. Comme tous les lundis, place au grand format. En 2014, le gouvernement, à travers le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a lancé le programme des lotissements à équipement modéré. Un projet qui vise en un premier temps les personnes déguerpies des sites à haut risque. Qu'est-ce que ces lotissements? Comment se déroule le programme et qu'en pensent les bénéficiaires? Les réponses dans ce grand format signé Maïsako. Par ce temps ensoleillé qui inonde la cité de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé, Moussa, chauffeur de taxi, ressasse le drame qu'il a vécu dans le courant du mois de juin dernier. À cette période, sa demeure était bâtie sur le flanc d'une colline dans le quartier précaire de Moussikro. Elle s'est écroulée à la suite d'une pluie diluvienne, arrachant à son affection son épouse enceinte et sa fille. J'allais voir ma femme. Et quand je suis quitté là-bas, elle m'a dit qu'elle venait à mon enfant du village pour qu'il puisse venir la scolariser. Et elle est partie présenter l'enfant à mon grand frère. Le surlendemain, mon grand frère m'a appelé pour dire que la maison est tombée sur ma femme et mes enfants, puisqu'elle était enceinte. Ngolo a perdu des membres de sa famille au cours de cette même nuit. Sa compagne ainsi que ses 3 enfants ont péri dans l'éboulement de terrain. J'étais à la recherche d'une maison. Et c'est une maison que j'ai eue. Nous sommes rentrés, j'ai dit à madame, bon, on va se défendre ici. Mais plus tard, moi, je comptais aller vers Atekbe, quitter même le secteur. Et puis bon, voilà, ça arrivé. Après le sinistre, Moussa et Ngolo ont déménagé. Ils font partie des milliers de personnes ayant libéré les sites jugés à haut risque. Cette opération, menée par le gouvernement à travers l'Office national de la protection civile, est intervenue après les dégâts et pertes en vie humaine enregistrés lors de la dernière saison pluvieuse. Dans le seul district d'Abidjan, nous avons enregistré 39 morts. Face à ce drame, nous avons été instruits par le président de la République de procéder à la libération des sites que nous avions déjà qualifiés au départ de sites à haut risque et où, sans autorisation préalable du ministère de la Construction, certains individus avaient bâti leur logement. Le gouvernement, en son temps, a décaissé des fonds et ce que nous avons appelé des kits d'accompagnement ont été remis. Outre ces mesures d'accompagnement, le gouvernement a décidé d'offrir aux personnes ayant libéré les sites à risque l'opportunité de s'offrir elles-mêmes et à des coûts raisonnables des habitations décentes. Les lotissements à équipement modéré ou LEM sont une solution proposée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. On a fait des études et les résultats montrent que la maison revient à une somme qui est entre 4 500 000 et 5 millions maximum. Un promoteur l'aurait vendu à 8 millions ou 9 millions. Ces personnes qui habitent ces sites à risque arrivent à bâtir des maisons de valeur. Si vous y arrivez, vous verrez qu'il y a du carrelage de haut standing, il y a toutes les commodités, mais dans des trous où ces personnes habitent. Elles ont les mêmes capacités donc, de réaliser en autoconstruction des logis pour leur famille. En plus des terrains, il sera remis aux bénéficiaires des plans types de logements de 2 à 3 pièces et des kits techniques. Le projet est dans sa phase pilote à Abobo Biabou, au nord d'Abidjan, Songonk Assemblée, à Diopo Doumé et Bingerville.
Au total, 1500 maisons de 80 à 108 mètres carrés sont prévues sur 850 hectares de terrain aménagés. Il s'agit d'espaces viabilisés, bénéficiant de commodités propres au quartier moderne. Le salon est bâti sur 24 mètres carrés, la cuisine sur 4 mètres carrés et les salles d'eau sur 2 mètres carrés. Les chambres sont bâties sur 13 mètres carrés et 12 mètres carrés. La cour, elle est bâtie sur 29 mètres carrés. Il faut dire aussi que sur ces cités, l'État a pensé à presque tout ce dont la population peut avoir besoin comme infrastructure. Nous avons un centre de santé urbain qui est dans le projet. Nous avons une école agricole ici. Nous avons également aussi un groupe scolaire. Nous avons aussi des espaces verts. Les lotissements à équipement modéré ne concernent pas que les personnes déguerpies des sites à risque. Peuvent également souscrire au projet les ménages économiquement très faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de revenus réguliers ni de compte bancaire, les personnes dont les dossiers ont été rejetés lors du processus d'acquisition des logements sociaux et les fonctionnaires ayant un salaire très bas. Les potentiels bénéficiaires saluent la mise en marche de ce programme, mais craignent de ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour bâtir leurs habitations. Ça dépend des moyens. Sinon, ce n'est pas le rêve de tout le monde de rester dans ce genre de quartier. Tout le monde a besoin de vivre dans un quartier aisé, un quartier goudronné, où il n'y a pas de soucis, quoi. Voilà, s'il y a les moyens, l'homme peut vivre comme tout le monde dans les beaux quartiers. Un souci pris en compte par le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Il y a des délais de 6 mois, des délais de 12 mois, des délais de 18 mois, des délais de 24 mois pour construire la maison, pour ne pas qu'il y ait des nids, des trous là-dedans. Si vous êtes inscrit dans un programme de 6 mois et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas pu construire la maison, on vous réaffecte à un programme de 12 mois ou à un programme de 18 mois selon vos capacités. Débutée en 2014, la phase pilote du projet de construction des lotissements à équipement modéré se poursuit. Le programme prévoit à terme la réalisation de milliers de logements, aussi bien dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Une façon pour le gouvernement de permettre à une tranche de la population d'avoir un toit, notamment les sinistrés et déguerpis à la suite des dernières pluies diluviennes. C'était le grand format proposé par Maïs Sako. Invité à parrainer l'édition 2015 du DIPRI, fête de réjouissance en pays Abidji, le président de l'UDPCI, Albert Mabritois-Keus, a répondu présent à la veille de cette fête à Gaumont, sous-préfecture de Séquenci. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a profité de l'occasion pour inviter ses hôtes à adhérer à la politique, tout comme à la vision du chef de l'État, mais aussi à être des artisans de la réconciliation nationale. Thomas Guessambi, reportage. Invité à parrainer le DIPRI 2015 à Gaumont, c'est à la veille même de cette fête, la plus populaire en termes de réjouissance au pays Abidji, que le président de l'UDPCI, Albert Mabritois-Keus, se rend dans cette sous-préfecture. Moment de rencontre et d'échange, les hôtes du ministre d'État saisissent cette opportunité pour lui demander de les appuyer dans leur volonté de développer Gaumont. Toute chose que Albert Mabritois-Keus accepte avec beaucoup de joie, non sans demander à Gaumont d'être partie prenante à la réconciliation nationale et de s'inscrire dans la vision de développement du président Alassane Ouattara. Ce que je voudrais vous demander, c'est de profiter de cette rencontre qui s'organise à l'occasion des fêtes de Pâques pour que dans la réconciliation entre la culture et la foi religieuse, vous puissiez prier pour le président de la République, les autorités de la Côte d'Ivoire. Il en a besoin pour continuer à faire ce qu'il a commencé de faire. Je ne suis pas venu faire campagne ce soir, mais comme c'est à mon patron que je vais demander de m'aider à aider mon village Gaumont, je dois aller lui dire également que Gaumont le soutient. Est-ce que je peux lui dire ça? Pour le président de l'UDPCI qui en a profité pour faire des dons aux jeunes, aux femmes et aux chefs de Gaumont, le contact ainsi établi sera entretenu par ses soins pour le bonheur de la localité. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, a déposé le week-end dernier ses valises à Bouaké. Charles Niaoré, le président du mouvement, et une forte délégation sont allés à la rencontre de certaines couches de la population pour présenter les actions du président de la République, Alassane Ouattara, et appeler à sa réélection. Reportage Kouadou Kwame.
Broukro, Belleville, Dar es Salaam sont quelques quartiers de la ville de Bouaké visités par des responsables de la Force 2015 conduits par leur président Charles Yaouré. Ces visites se situent dans le cadre de la tournée nationale de proximité qu'entreprend la Force 2015. À chacune de ces interventions, Charles Yaouré a présenté les grandes actions réalisées par le chef de l'État pour le développement de notre pays et invité ses hôtes à se mettre en campagne pour la réélection du président Ouattara. Aller dans chaque famille, présenter les acquis de la politique du docteur Alassane Ouattara. Tel que nous avons fait en 2010, nous devons nous lever, sortir de nos maisons pour commencer à battre campagne pour Alassane Ouattara. Message bien perçu par les leaders d'opinion qui ont félicité Charles Yaouré et ses amis pour leur action à travers la Côte d'Ivoire et saluer cette initiative de proximité. Aussi ont-ils pris l'engagement de sillonner les domiciles et les familles des différents quartiers pour assurer au président de la République un succès éclatant à l'élection présidentielle à venir. Il est normal que nous puissions aider Force 2015 en faisant en sorte que la jeunesse fasse de porte à porte pour que le docteur Alassane Ouattara puisse être élu au premier tour. Nous sommes prêts à nous battre pour le président Alassane Ouattara et je vais m'y atteler avec les membres de mon bureau. Au cours des rencontres avec les populations, la troupe théâtrale de la Force 2015 a lancé des messages de paix et de cohésion. Le mouvement politique a aussi présenté dans les quartiers visités ses représentants. Le président de la République, Alassane Ouattara, va effectuer à partir du 16 avril une visite d'État dans les régions de Sikinsi, Tiasalé et Tabo. Cette visite va booster le développement dans ces localités. L'annonce a été faite aux élus et cadres de la région par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu complet de Abou Sanogo dans notre édition de